Elle s'est effondrée dans mes bras au milieu d'une phrase sur le Bernin. Un instant, elle était la professeure Vernier, brillante, distante, une figure d'autorité dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. L'instant d'après, elle n'était qu'un poids fragile contre ma poitrine, ses cheveux sentant la lavande et le papier ancien. Le silence dans la salle était total, assourdissant. Personne n'a bougé, sauf moi. Dans le calme de l'infirmerie, bien plus tard, ses premiers mots pour moi n'étaient pas un merci, mais un murmure qui a tout changé. Elle a ouvert les yeux, m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois, et a dit « Vous m'avez sauvé. Comment vous remercier ?» Je suis Léo, j'ai 25 ans, et cette question était le début de tout, le début de notre secret. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, dites-moi de quelle ville vous venez dans les commentaires, parce que je ne sais toujours pas si ce que nous avons fait était une erreur. Et n'oubliez pas de vous abonner pour connaître la suite de l'histoire. Avant ce jour, ma vie à Paris était une routine simple, presque monacale. J'étais un boursier, venu de province pour étudier l'histoire de l'art, et je me sentais constamment en décalage, plus âgé que la plupart des autres étudiants, avec des mains qui trahissaient un travail manuel et des vêtements qui n'avaient jamais vu l'intérieur d'une boutique du Marais. Je passais mes journées dans l'anonymat des bibliothèques et des amphithéâtres froids, le soir dans mon petit studio sous les toits, où le bruit de la ville était mon unique compagnie. Paris était une promesse, mais pour moi c'était surtout une lutte silencieuse, une solitude choisie, nécessaire pour réussir, pour justifier les sacrifices. J'observais ce monde de loin, ce monde d'héritiers et d'intellectuels parisiens, sans jamais vraiment y appartenir. Je n'étais qu'une ombre qui traversait les couloirs de la Sorbonne, le nez dans mes livres, essayant de me construire une vie loin de mes origines modestes, une vie ordonnée et sans surprise. Je ne savais pas encore que l'ordre était sur le point de voler en éclats. Et puis, il y avait elle, professeure Éléonore Vernier. Pour les autres, elle était une sommité, une experte respectée dont les cours étaient aussi brillants qu'intimidants. Mais depuis ma place, tout au fond de l'amphi, je voyais autre chose. Je voyais la fatigue derrière l'éclat de son intelligence. Je voyais la profonde tristesse qui voilait parfois son regard lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Une mélancolie discrète, presque invisible, dans la façon dont ses doigts effleuraient un livre ancien, ou dont son sourire ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Elle portait son élégance comme une armure, ses tailleurs impeccables et ses chignons parfaits créant une distance infranchissable. Mais parfois, au milieu d'une analyse passionnée sur Caravage, sa voix se brisait une fraction de seconde. C'était dans ces moments-là que je la voyais vraiment. Pas la professeure, mais la femme. Une femme incroyablement seule au milieu de 200 étudiants qui ne voyaient que le prestige et le savoir. Moi, je voyais la fêlure. Ce matin-là, elle parlait de la sculpture baroque, de l'extase et de la douleur mêlée dans le marbre. L'ironie est cruelle parfois. Sa voix, d'habitude si assurée, a commencé à vaciller. Elle a marqué une pause, a porté une main à sa tempe comme pour chasser une pensée importune. Un murmure a parcouru les rangs. Les étudiants se sont regardés, incertains. Puis, ses yeux se sont révulsés. Elle a basculé en arrière, sans un cri. Le temps a semblé se figer. J'ai vu son corps chuter au ralenti. Et sans réfléchir, j'ai bondi de mon siège. J'ai dévalé les marches 4 à 4, poussant les autres qui restaient pétrifiés. Je suis arrivé juste à temps pour la rattraper, avant que sa tête ne heurte le sol en béton. Son poids était presque inexistant dans mes bras. Le contact de la soie de son chemisier contre la toile usée de ma veste était surréaliste. Autour de nous, le chaos commençait à peine, mais dans ce cercle d'1 mètre, il n'y avait que le silence, son souffle léger contre mon cou et l'odeur de son parfum. L'infirmerie de l'université sentait l'antiseptique et le café froid. Une odeur stérile, impersonnelle, à des années-lumière de l'opulence feutrée des amphithéâtres d'histoire de l'art. Après l'arrivée des secours et le départ des curieux, un calme étrange s'est installé. On m'a dit que je pouvais partir, que tout était sous contrôle, mais je n'ai pas pu. Je suis resté assis sur une chaise en plastique inconfortable dans un coin, à la regarder dormir sur le lit d'examen. Le masque de la professeure était tombé. Il ne restait qu'un visage pâle, presque enfantin dans son abandon. J'ai remarqué les fines lignes au coin de ses yeux, une mèche de cheveux châtains qui s'était échappée de son chignon et reposait sur sa joue. C'était un moment d'une intimité troublante,
presque interdite. J'avais l'impression de violer un secret, de voir une partie d'elle qu'elle ne montrait jamais au monde. Je me sentais comme un gardien silencieux, veillant sur une fragilité que personne d'autre ne soupçonnait. Quand elle a enfin ouvert les yeux, il y a d'abord eu la confusion, un flottement. Son regard a balayé la pièce blanche, impersonnelle, avant de se poser sur moi. Et là, j'ai vu le changement. Elle ne me regardait plus comme un visage anonyme dans la foule. C'était un regard direct, intense, qui semblait chercher à comprendre. Je me suis levé, j'ai fait un pas vers elle. D'une voix basse, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Le malaise, la chute. Que les médecins avaient dit que ce n'était probablement que de l'épuisement. Elle a écouté, sans m'interrompre, la main toujours posée sur son front. Puis, après un long silence, elle a prononcé ces mots qui sont restés gravés en moi. « Vous m'avez sauvé. Comment vous remercier ?» J'ai essayé de minimiser, de dire que c'était normal, que n'importe qui aurait fait la même chose. Mais elle a secoué la tête, son regard ne quittant pas le mien. Elle savait et je savais que ce n'était pas vrai. Personne d'autre n'avait bougé. Elle a insisté. Sa voix était faible mais ferme, habituée à ne pas être contredite. Elle ne voulait pas d'un simple merci. Elle voulait un geste, quelque chose de concret. C'est là qu'elle m'a parlé de son père, un grand historien, décédé quelques années plus tôt, qui lui avait laissé une bibliothèque immense, un véritable labyrinthe de savoir accumulé sur toute une vie. Elle n'avait jamais eu le temps ni la force de s'y attaquer. C'était un chaos de livres rares, de manuscrits, de notes. Elle m'a offert un travail rémunéré, cataloguer la bibliothèque de son père. Elle a dit qu'elle s'était renseignée, qu'elle savait que j'étais méticuleux et que mes fins de mois étaient difficiles. C'était présenté comme une simple transaction, une opportunité pratique pour nous deux. Mais nous savions tous les deux que c'était plus que ça. C'était une porte qu'elle ouvrait, une porte vers son monde, un monde dont j'ignorais tout. J'ai accepté, le cœur battant, un mélange d'excitation et d'une étrange appréhension que je ne pouvais pas nommer. La première fois que je me suis rendu chez elle, dans le 6e arrondissement, j'ai eu l'impression de changer de planète. La lourde porte cochère s'est refermée derrière moi avec un claquement sourd, m'isolant du bruit de la rue et me plongeant dans le silence d'une cour pavée. L'appartement était au 2e étage d'un immeuble haussmannien magnifique, avec des plafonds si hauts que ma voix semblait s'y perdre. L'air sentait la cire d'abeille, le bois ancien et quelque chose de plus subtil, de floral. C'était un lieu d'une beauté écrasante, rempli de tableaux, de sculptures et de livres reliés en cuir qui semblaient me juger du haut de leurs étagères. Chaque objet semblait avoir une histoire, un poids. J'étais terriblement conscient de mes vieilles baskets, de mon sac à dos usé. Je me sentais comme un imposteur, un paysan à la cour du roi. C'était un décor parfait, une cage dorée si somptueuse qu'on pouvait presque oublier que c'en était une. Presque. C'est là que je l'ai rencontré, Marc Vernier, son mari. Il est apparu depuis un salon adjacent, un verre de whisky à la main. Il était plus âgé, la cinquantaine bien tassée, avec l'assurance tranquille de ceux qui sont nés avec le pouvoir. Un énarque, m'a-t-elle dit plus tard. Il m'a à peine regardé, sa poignée de main était brève, molle, glaciale. Un simple hochement de tête en guise de salutation. Mais ce n'est pas son indifférence qui m'a frappé. C'est la façon dont il s'est adressé à elle. Alors qu'elle m'expliquait où se trouvait la bibliothèque, il a lâché sans la regarder. « Encore un de tes petits projets pour t'occuper, Éléonore? J'espère que celui-ci ne traînera pas en longueur. » La phrase était anodine, mais le ton était chargé d'un mépris glacial, d'une condescendance tranchante comme une lame. Ce n'était pas de la colère, c'était pire. C'était une habitude, une cruauté banale, distillée au quotidien. La perfection de l'appartement s'est fissurée d'un coup. Après qu'il soit retourné dans son bureau, un silence pesant s'est installé entre nous. J'ai osé la regarder. Pendant une fraction de seconde, le masque est tombé. J'ai vu sur son visage une ombre de douleur, une lassitude si profonde qu'elle semblait venir du fond des âges. C'était fugace, presque imperceptible, mais c'était là. Elle a immédiatement retrouvé sa contenance, m'offrant un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. Mais j'avais vu, j'avais compris. La cage dorée était bien une cage. La tristesse que j'avais devinée dans ses yeux à la Sorbonne n'était pas une abstraction intellectuelle. Elle avait un nom, un visage, et elle habitait dans cet appartement somptueux. J'ai compris que le travail qu'elle me proposait
n'avait que très peu à voir avec les livres de son père. Il s'agissait de laisser entrer un peu d'air frais dans une pièce où l'on étouffait lentement. Et sans savoir pourquoi, j'ai su que j'étais cet air frais. Le début de quelque chose de dangereux et de nécessaire venait de commencer. Mes sessions hebdomadaires dans la bibliothèque ont commencé le mardi suivant. C'était une pièce immense, tapissée de bois sombre du sol au plafond, où l'air semblait figé dans le temps. L'odeur était enivrante, un mélange de cuir, de papier jauni et de la cire qui nourrissait les parquets. Le silence était si profond qu'il en devenait un son à part entière, seulement brisé par le froissement d'une page ou le grincement d'une échelle. Je travaillais méthodiquement, la tête baissée, conscient de sa présence dans un fauteuil en velours, un livre ouvert sur ses genoux. Au début, la tension était presque insoutenable. J'avais l'impression de profaner un sanctuaire, d'être un élément étranger dans ce décor d'une autre époque. Je sentais son regard sur moi, pas un regard de surveillance, mais quelque chose de plus curieux, de plus interrogateur. Je me concentrais sur ma tâche, le cœur battant, comme si chaque livre que je touchais contenait un secret sur elle que je n'avais pas le droit de connaître. Au fil des semaines, j'ai commencé à remarquer les petites choses, les détails qui trahissaient la femme derrière la professeure. Les livres qu'elle aimait vraiment n'étaient pas les traités d'histoire de l'art complexe, mais de minces recueils de poésie aux pages cornées ou de vieux récits de voyage vers des terres lointaines et ensoleillées. Je voyais les passages qu'elle avait soulignés au crayon, des phrases sur la liberté, la fuite, la beauté éphémère. Elle ne parlait jamais de son mari. Son nom n'était jamais prononcé entre ses murs. La bibliothèque était un royaume hors du temps, un territoire neutre où Marc Vernier n'existait pas. C'était l'héritage de son père, un espace qui lui appartenait en propre. Et en me laissant y entrer, elle m'offrait une clé, non seulement pour comprendre sa passion pour le savoir, mais aussi pour entrevoir la géographie secrète de sa solitude, une solitude peuplée de poètes morts et de voyageurs fantômes. Nos regards se croisaient de plus en plus souvent. C'était inévitable. Je levai les yeux d'un manuscrit poussiéreux et elle détournait les siens de son livre au même instant. Au début, c'était bref, presque accidentel. Puis ses regards ont commencé à s'attarder une fraction de seconde de trop. Une seconde où tout était dit sans qu'un mot soit prononcé. Une reconnaissance silencieuse. Dans ses yeux, je ne voyais plus la distance de l'amphithéâtre, mais une curiosité, une sorte de question muette. C'était un jeu dangereux, un dialogue silencieux qui se déroulait au-dessus des piles de livres. Nous étions deux étrangers sur une île déserte, communiquant par des signaux de fumée que nous étions les seuls à comprendre. Chaque regard était une pierre ajoutée à l'édifice fragile de notre secret, un édifice que nous construisions sans plan, sans savoir s'il était destiné à nous abriter ou à nous ensevelir. Un après-midi, alors que la pluie tambourinait doucement contre les hautes fenêtres, elle a brisé notre pacte de silence professionnel. Elle a fermé son livre, le posant délicatement à côté d'elle. « Et vous, Léo, d'où venez-vous? Je veux dire, avant Paris. » Sa voix était douce, presque hésitante, comme si elle craignait de franchir une ligne invisible. La question m'a pris au dépourvu. Personne à Paris ne s'intéressait vraiment à mes origines. J'étais le boursier, le provincial, une étiquette suffisante. J'ai hésité, cherchant mes mots, soudainement conscient du fossé entre son monde et le mien, un monde de champs et de petites villes où les bibliothèques étaient municipales et sentaient le chauffage central. J'ai fini par lui parler de la ferme de mes grands-parents, de l'odeur de la terre après la pluie, des mains calleuses de mon père. Des choses simples, réelles, qui semblaient presque primitives dans le luxe feutré de cet appartement parisien. Elle m'a écouté, vraiment écouté. Ce n'était pas la politesse distraite à laquelle j'étais habitué. Elle s'est légèrement penchée en avant, son visage empreint d'une concentration intense, comme si mes souvenirs modestes étaient un texte rare qu'elle cherchait à déchiffrer. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement une soif de comprendre. Je n'avais jamais connu une telle attention. Pour la première fois, je ne me sentais pas défini par ce que je n'avais pas, l'argent, le nom, les relations, mais par ce que j'étais. Ce simple acte d'écoute a créé une intimité plus profonde que n'importe quelle conversation que j'avais eue jusqu'alors. Elle m'a offert un espace pour exister, sans masque et sans prétention. Dans le silence qui a suivi mon récit, j'ai compris que la solitude n'était pas seulement mon lot, elle était aussi le sien, et nous venions de trouver, l'un chez l'autre, un remède fragile et dangereux. La bibliothèque est devenue notre sanctuaire.
Chaque mardi et jeudi, je franchissais la lourde porte cochère avec un mélange d'appréhension et de soulagement. Une fois la porte de la bibliothèque refermée derrière nous, le reste du monde cessait d'exister. Le bruit du trafic sur le boulevard Saint-Germain, la sonnerie du téléphone dans le bureau de son mari, les exigences de l'université, tout s'évanouissait. Il ne restait que l'odeur des livres, la lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux et le son feutré de nos présences respectives. C'était le seul endroit où nous pouvions être simplement nous-mêmes. Plus la professeure et l'étudiant, mais Éléonore et Léo. Deux âmes qui avaient trouvé un abri précaire au milieu d'un labyrinthe de papier. Nos conversations devenaient plus personnelles, des fragments de nos vies partagés à voix basse, comme des confidences murmurées dans une église. Un jour, en cataloguant une section de littérature allemande, ma main est tombée sur un petit volume relié en maroquin vert. C'était une édition originale des élégies de Duino de Rilke. Je me suis souvenu d'une de ses conférences où elle avait mentionné ce livre avec une lueur de nostalgie dans les yeux. C'était un cadeau de son père, avait-elle dit, un livre qu'elle chérissait mais qu'elle croyait avoir perdu lors d'un déménagement, des années auparavant. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je savais ce que cette découverte signifiait. Ce n'était pas juste un livre. C'était un morceau de son passé, un lien direct avec l'homme dont nous honorions la mémoire dans cette pièce. J'ai traversé la bibliothèque, le livre précieusement tenu dans mes mains, comme une offrande. J'ai attendu qu'elle lève les yeux de sa lecture, une vague d'excitation et de nervosité me parcourant tout entier. Je lui ai tendu le livre sans un mot. Ses yeux se sont écarquillés, d'abord d'incompréhension, puis d'une reconnaissance stupéfaite. Un petit son lui a échappé, un souffle coupé. « C'est impossible !» a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Elle a tendu la main pour le prendre, au moment précis où je le tenais encore. Nos doigts se sont effleurés. Juste un contact fugace, la chaleur de sa peau contre la mienne. Une décharge électrique a parcouru mon bras. C'était un contact anodin, accidentel, mais dans le silence chargé de cette pièce, il a eu l'effet d'un coup de tonnerre. Le temps a semblé s'arrêter. Le monde s'est réduit à ce point de contact entre nos mains, un point minuscule où toutes les règles, toutes les barrières venaient de s'effondrer. Nous sommes restés immobiles pendant une seconde qui a duré une éternité, suspendus dans ce moment de pure et interdite connexion. Nous avons retiré nos mains en même temps, comme si nous nous étions brûlés. Un rouge délicat est monté à ses joues. Elle a pris le livre, ses doigts tremblant légèrement en caressant la couverture. Elle n'a pas dit merci, elle n'a rien dit du tout. Et c'est ce silence qui a été le plus assourdissant. L'atmosphère de la pièce avait changé. L'air était devenu plus dense, vibrant d'une énergie nouvelle et dangereuse. Le non-dit entre nous n'était plus une absence de mots, mais une présence palpable, un courant sous-jacent qui menaçait de tout emporter sur son passage. Nous avons essayé de reprendre le cours normal de notre travail, mais c'était inutile. Chaque bruissement de page, chaque craquement du parquet semblait amplifié. Chaque silence était rempli de l'écho de ce contact. La frontière que nous avions si soigneusement respectée venait d'être pulvérisée par le plus léger des contacts. Ce soir-là, je suis parti plus tôt que d'habitude. L'air était devenu irrespirable. En me raccompagnant à la porte, elle a évité mon regard. Sa posture était redevenue celle de la professeure Vernier, droite, distante, mais je pouvais sentir la fissure dans son armure. « À mardi, Léo !» a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai hoché la tête, incapable de parler. En descendant les escaliers de marbre, je sentais encore le fantôme de sa peau sur mes doigts. Ce n'était plus un travail, ce n'était plus une simple aide, c'était devenu autre chose, quelque chose de puissant et d'inexorable qui nous attirait l'un vers l'autre. Une force magnétique aussi terrifiante qu'irrésistible. En retrouvant le bruit et la foule de la rue, j'ai su avec une certitude absolue que j'étais perdu, et que, pour la première fois de ma vie, je ne voulais pas retrouver mon chemin. Après l'incident du livre, quelque chose a changé. La communication silencieuse s'est approfondie, devenant plus audacieuse. Elle a commencé à me laisser des messages, pas sur des bouts de papier, mais dans les marges des livres que je cataloguais. C'était subtil. Une simple phrase soulignée dans un poème sur l'exil. Un point d'interrogation à côté d'un passage sur le renoncement. Un jour, j'ai trouvé une note au crayon, de son écriture fine et élégante, à côté d'un vers de Pétrarque,
Est-ce que le souvenir est une forme de présence? Ce n'était pas une question pour moi, pas directement. C'était un fragment de sa pensée, une fenêtre entr'ouverte sur son âme. Laissez-la pour que je la trouve. Chaque découverte était un choc doux, une confidence murmurée à travers les siècles. Je ne répondais jamais, bien sûr. Je me contentais de lire, de sentir le poids de ses mots, et de savoir que, d'une certaine manière, ces conversations silencieuses étaient les plus honnêtes que nous ayons jamais eues. C'était notre langage secret, tissé dans la trame de la littérature. Puis est arrivée cette soirée de novembre. La pluie battait contre les vitres de la bibliothèque, un son feutré et constant, qui isolait encore plus la pièce du reste du monde. Il était presque 19 heures, la fin de ma session. Je rangeais mes affaires, le bruit de ma fermeture éclair semblant anormalement fort dans le silence. Son mari était en déplacement à Bruxelles. Elle l'avait mentionné nonchalamment plus tôt. Alors que je m'apprêtais à lui souhaiter une bonne soirée, sa voix m'a arrêté. « Léo !» J'ai levé les yeux. Elle était debout près de la cheminée, le regard perdu dans les flammes qui n'existaient pas. « Pourriez-vous rester encore un peu? Juste quelques minutes ?» La demande était simple, mais elle était chargée d'un poids immense. Tout en moi me criait de refuser, de préserver la distance de sécurité que nous avions si maladroitement maintenue. Mais la solitude dans sa voix était si palpable, si profonde, que je n'ai pu que hocher la tête. J'ai reposé mon sac, le cœur battant à un rythme sourd et lourd dans ma poitrine. Elle m'a conduit hors de la bibliothèque, notre territoire neutre, et dans le grand salon. C'était la première fois que j'entrais dans cette pièce. L'atmosphère était différente, plus formelle, plus habitée par la présence de son mari. Des portraits de famille sur le piano, un bar bien garni dans un coin, le léger parfum de son whisky qui semblait imprégner les boiseries. C'était son monde à elle, leur monde. Je me sentais encore plus déplacé que d'habitude. Elle m'a invité à m'asseoir sur un grand canapé en velours crème. Elle s'est assise à l'autre extrémité, laissant entre nous un espace qui semblait aussi vaste et infranchissable que l'Atlantique. Le silence s'est installé, seulement troublé par le tic-tac d'une horloge de parquet. Nous étions deux étrangers sur un radeau de sauvetage, terrifiés à l'idée de faire le moindre mouvement qui pourrait nous faire chavirer. L'air était si dense que j'avais l'impression de pouvoir le toucher. Je fixais un poing sur le tapis perçant, attendant, ne sachant pas à quoi m'attendre. Finalement, elle a parlé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mon père aurait aimé ce que vous faites. » Elle regardait droit devant elle, comme si elle s'adressait à un fantôme. « Il aurait aimé votre respect pour les livres. Pour lui, cette bibliothèque n'était pas une collection, c'était sa vie. Chaque livre était une conversation qu'il n'avait jamais terminée. » Elle a marqué une pause, sa gorge semblant se nouer. Depuis qu'il est parti, je me suis senti si perdu. Venir ici, dans cette pièce, c'était trop douloureux. C'était comme entrer dans une pièce pleine de silence et de reproches. Vous avez ramené un peu de vie ici. Ces mots étaient simples, mais ils contenaient le poids de plusieurs années de deuil non exprimé, de solitude subie en silence. Elle me confiait une peine qu'elle n'avait, je le sentais, partagée avec personne d'autre, surtout pas avec l'homme qui vivait entre ses murs. C'était la première fois qu'elle se montrait vraiment vulnérable devant moi. Le masque de la professeure Vernier, brillante, distante, maîtresse de son sujet et de ses émotions, s'était complètement évaporé. Il ne restait qu'Éléonore, une femme qui parlait de son père avec la voix d'une petite fille, une femme dont l'élégance et la richesse ne parvenaient plus à dissimuler la fissure béante dans son cœur. J'étais le témoin d'un moment d'une intimité brute, presque insoutenable. Je n'étais plus l'étudiant payé pour classer des livres. J'étais devenu, sans l'avoir cherché, le dépositaire d'un secret bien plus lourd que celui de notre arrangement, le secret de sa tristesse. Je me sentais à la fois incroyablement privilégié et terriblement coupable, comme si j'avais forcé une serrure pour découvrir une vérité que je n'avais pas le droit de connaître. Je savais, avec une certitude absolue, que nous venions de franchir un point de non-retour. La barrière invisible entre nous, celle faite de statuts, d'âge et de circonstances, venait de se dissoudre dans l'air feutré du salon. Ce n'était plus une question de travail. La transaction professionnelle qui avait servi de prétexte à notre relation était morte et enterrée. C'était désormais une conversation privée, une confession personnelle entre deux personnes, assises dans une pièce silencieuse un soir de pluie.
Nous étions devenus quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus dangereux. La dynamique avait irrévocablement changé. J'étais passé du statut d'observateur silencieux à celui de confident. Et dans ce nouveau rôle, les règles étaient floues, les frontières inexistantes. J'étais entré dans le cercle intime de sa solitude, un endroit où, j'en étais sûr, même son mari n'avait plus accès. Le poids de cette nouvelle réalité m'écrasait. Mais une partie de moi, une partie égoïste et affamée, s'en réjouissait. Je sentais monter en moi un besoin puissant, presque primitif, de la réconforter. L'espace sur le canapé semblait se réduire, l'air crépitait de toute la tension accumulée. Je voulais lui dire que je comprenais. Je voulais traverser cette distance, poser une main sur son bras, lui offrir un geste de simple chaleur humaine. Mais la culpabilité était une ancre qui me clouait sur place. Chaque fibre de mon être me rappelait qui nous étions, l'étudiant et la professeure, le jeune homme de la province et la femme mariée du 6e arrondissement. C'était interdit, c'était impensable. Le simple fait d'imaginer ce contact me donnait le vertige. Alors je suis resté immobile, les mains serrées en poing sur mes genoux, menant une guerre silencieuse contre mes propres impulsions. Je luttais pour rester dans mon rôle, pour ne pas commettre l'irréparable, pour ne pas la mettre et me mettre dans une situation encore plus impossible. Ne pouvant lui offrir un geste, je lui ai offert des mots. Les seuls mots purs et honnêtes que je pouvais prononcer sans trahir complètement la situation. J'ai tourné la tête et j'ai enfin osé la regarder dans les yeux. Son regard était embué, perdu dans le vague. D'une voix que j'espérais stable, j'ai dit « Vous savez, vous êtes la professeure la plus inspirante que j'ai jamais eue. » Ce n'était pas une flatterie, ce n'était pas une tentative de séduction. C'était la vérité. La façon dont vous parlez de l'art, de l'histoire. Vous ne vous contentez pas d'enseigner des faits. Vous transmettez une passion. Vous avez changé ma façon de voir les choses, de voir le monde. C'était un compliment professionnel, mais dans le contexte de cette soirée, dans l'intimité de ce salon, il prenait une signification bien plus profonde. C'était ma façon de lui dire « Je vous vois. Je vois votre lumière, pas seulement votre tristesse. » Le compliment, si simple, si sincère, a fait ce que sa propre confession n'avait pas réussi à faire. Il l'a brisé. Une seule larme a perlé au coin de son œil et a tracé un chemin silencieux sur sa joue. Elle n'a pas reniflé, n'a pas tenté de l'essuyer. Elle l'a simplement laissé couler, comme une capitulation. C'était un spectacle d'une beauté et d'une tristesse infinie. Cette unique larme contenait tout. Le deuil de son père, la solitude de son mariage, la reconnaissance d'être enfin vue pour ce qu'elle était. Elle n'a rien dit. Elle a juste détourné la tête, fixant la fenêtre sombre où se reflétait notre image floue, deux silhouettes assises à distance dans une pièce trop grande pour elle. Et dans ce silence alourdi par le poids de cette larme, j'ai compris que je venais de la toucher bien plus profondément que si j'avais posé la main sur elle. La ligne n'avait pas seulement été franchie, elle avait été effacée. Nos semaines commencèrent à tourner autour de ces après-midi. Le mardi et le jeudi n'étaient plus de simples jours sur le calendrier, mais des balises, des points d'ancrage dans le flot chaotique de la vie parisienne. Pour moi, c'était un répit de la compétition silencieuse de l'université, du poids constant de mes origines. Pour elle, je le devinais, c'était une évasion de la perfection glaciale de son existence. L'attente de ces moments devenait une douce agonie, une tension sous-jacente qui colorait tout le reste. Le travail de catalogage lui-même était devenu secondaire, un simple prétexte, la chorégraphie silencieuse qui nous permettait d'occuper le même espace, de respirer le même air chargé de l'odeur du papier ancien. Nous avions construit, sans le vouloir, une routine sacrée, un rituel à deux qui nous maintenait à flot, chacun dans notre propre océan de solitude. C'était notre secret le mieux gardé, non pas ce que nous faisions, mais ce que nous ressentions en le faisant. L'intimité s'est installée subrepticement, non pas par de grandes déclarations, mais par de minuscules rituels. Elle a commencé à préparer du thé, un Darjeeling fumant dans de fines tasses de porcelaine qu'elle sortait d'un placard caché. Le tintement de la cuillère contre la céramique était devenu le signal que la session de travail touchait à sa fin et que la conversation pouvait commencer. Nous parlions de tout et de rien. D'un passage obscur chez Vasari, de la lumière particulière d'un crépuscule sur la Seine, de souvenirs d'enfance qui remontaient à la surface sans crier gare.
Sa voix, dans la pénombre de la bibliothèque éclairée seulement par une lampe de bureau, perdait son autorité professorale pour devenir plus douce, plus hésitante. Elle me posait des questions sur ma vie, sur mes rêves, avec une curiosité sincère qui me désarmait. Ces conversations étaient notre territoire, un espace suspendu dans le temps où les règles du monde extérieur n'avaient plus cours, où nous n'étions plus que deux esprits se rencontrant au-dessus d'une tasse de thé. Je n'avais jamais connu un tel sentiment d'appartenance. Dans cette bibliothèque, entourée de milliers de vies silencieuses reliées en cuir, je me sentais plus chez moi que dans mon propre studio sous les toits. Mon petit appartement était un lieu de passage, un abri fonctionnel contre le froid et le bruit. La bibliothèque d'Éléonore était un refuge pour l'âme. La lumière dorée, la chaleur du bois, le silence profond et respectueux, tout y était conçu pour l'introspection et la quiétude. C'était un lieu où je pouvais enfin baisser la garde, où je n'avais pas besoin de prouver ma valeur ou de cacher mes failles. Elle avait créé cet espace pour son père, mais sans le savoir, elle l'avait aussi créé pour moi. Ou peut-être était-ce notre présence conjointe qui lui donnait ce pouvoir. L'idée que ce lieu, ce sanctuaire de richesse et de culture, puisse me sembler si familier, était un paradoxe troublant, une anomalie délicieuse et terrifiante à la fois. Le tournant s'est produit un après-midi de décembre, alors que la lumière déclinait déjà. Je travaillais sur une pile de carnets et de journaux personnels de son père, des documents qu'elle n'avait jamais eu le courage d'ouvrir. Dans un épais carnet relié en cuir noir, coincé entre deux pages, j'ai trouvé un formulaire. C'était une candidature pour une campagne de fouilles archéologiques en Égypte, datant de plus de 20 ans. Le formulaire était rempli, mais pas signé. Le nom du candidat était le sien. Éléonore Vernier, son nom de jeune fille. J'ai lu les détails. Le projet, la motivation passionnée qu'elle avait rédigée, décrivant son rêve de marcher sur les traces de Champollion. C'était une porte ouverte sur une autre vie, une autre femme. Une archéologue aventureuse, bien loin de la professeure parisienne prisonnière de son appartement haussmannien. Le rêve avait été abandonné, le formulaire jamais envoyé, et je savais, sans qu'elle ait besoin de le dire, que son mariage avec Marc en était la raison. Mon cœur battait violemment. Cette feuille de papier jaunie entre mes mains était plus intime qu'un journal intime. C'était le fantôme d'une vie non vécue, la preuve tangible d'un sacrifice silencieux. Que faire? Le mentionner aurait été une intrusion brutale, une violation de sa pudeur. L'ignorer aurait été une trahison, un mensonge par omission. Je suis resté là, debout au milieu de la bibliothèque, le formulaire à la main, me sentant comme le gardien d'un secret qui ne m'appartenait pas. Elle était assise près de la fenêtre, absorbée dans sa lecture, ignorant tout du cataclysme qui se jouait en moi. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai pris ma décision. J'ai replacé délicatement la candidature dans le journal, exactement comme je l'avais trouvée. Puis, j'ai pris le lourd carnet, j'ai traversé la pièce en silence et je l'ai posé sur la table à côté d'elle, ouvert à la page exacte du formulaire. Je n'ai pas dit un mot. Elle a levé les yeux, surprise par mon silence. Son regard est passé de mon visage au journal ouvert. J'ai vu la confusion, puis l'incompréhension, puis une vague de reconnaissance qui a effacé toute couleur de son visage. Elle est restée figée, les yeux rivés sur son écriture d'il y a 20 ans. Le temps s'est étiré, devenu élastique. Le seul son dans la pièce était le tic-tac lointain de l'horloge du salon. Puis une larme unique, lente et lourde, a perlé au coin de son œil droit et a tracé un chemin sur sa joue. Elle ne l'a pas essuyé. Sa main s'est levée, tremblante, et a effleuré le papier comme si elle touchait une relique sacrée. D'une voix brisée, un souffle à peine audible, elle a murmuré « Personne, personne ne savait ça depuis 20 ans ». Ces mots étaient une confession, un verdict, l'épitaphe d'un rêve oublié, et elle me les adressait à moi. Ce moment a tout changé. L'intimité que nous avions construite, faite de regards et de conversations feutrées, a explosé pour atteindre un niveau que je n'aurais jamais cru possible. Ce n'était pas de la pitié que je ressentais, ni de la sympathie. C'était une reconnaissance, une compréhension si profonde et si totale qu'elle en était douloureuse. En trouvant cette page, je n'avais pas seulement découvert un secret. J'avais mis au jour la femme qu'elle aurait pu être. J'avais vu, l'espace d'un instant, son âme mise à nu, et elle savait que je l'avais vue. Le secret partagé, sans un mot d'explication,
nous a liés d'une manière irrévocable. Nous étions désormais complices, non pas d'un crime mais d'une vérité. La vérité de sa vie, de sa solitude, de son renoncement. La bibliothèque n'était plus un refuge. Elle était devenue le théâtre de notre apogée émotionnel. Un lieu où nos deux solitudes s'étaient enfin reconnues et embrassées. Sans réfléchir, mus par une impulsion plus forte que la raison, que la peur, que toutes les barrières sociales et morales qui nous séparaient, j'ai fait un pas vers elle. J'ai tendu la main lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Elle n'a pas bougé. Elle a simplement levé vers moi ses yeux embués de larmes. J'ai posé ma main sur son épaule. Le contact était à la fois léger et d'un poids infini. À travers le cachemire doux de son pull, je sentais la chaleur de sa peau, la tension fragile de ses muscles. Ce n'était pas un geste de désir, c'était quelque chose de plus pur, de plus fondamental. C'était un geste qui disait « Je suis là, je vois, je comprends ». C'était un acte de réconfort absolu, la seule réponse possible à la vulnérabilité qu'elle venait de m'offrir. Et dans ce simple contact, toute la complexité de nos sentiments non dits a trouvé une expression silencieuse et parfaite. Nous sommes restés ainsi, immobiles, pendant une éternité. Ma main sur son épaule, son regard perdu dans le vague, la larme séchant sur sa joue. C'était un instant de bonheur presque insupportable, un bonheur parfait parce qu'il était complet en lui-même, et impossible parce qu'il ne pouvait mener nulle part. C'était un aperçu fugace d'un autre univers, un univers où nous n'étions pas un étudiant et sa professeure, un jeune homme et une femme mariés, mais simplement deux êtres qui s'étaient trouvés. Le mot « presque » contenait toute la tragédie de notre histoire. C'était un bonheur de contrebande, volé au temps et aux convenances, et nous savions tous les deux qu'il ne nous appartenait pas. Mais dans le silence de cette bibliothèque, pendant quelques battements de cœur, il était à nous. Et c'était à la fois la plus belle et la plus triste des choses que j'ai jamais vécues. Finalement, c'est elle qui a rompu le charme. Non par un mouvement brusque, mais par une inspiration lente et profonde, comme si elle reprenait le contrôle de son corps et de ses émotions. Elle a posé sa main sur la mienne, une pression légère, reconnaissante, avant que je ne la retire doucement. Le contact était rompu, mais son empreinte brûlait encore ma paume. Elle a refermé le journal avec une lenteur infinie, le bruit du cuir se refermant sur le secret sonnant comme un point final. Elle s'est levée, m'a tourné le dos et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant la nuit tomber sur Paris. « Il se fait tard, Léo », a-t-elle dit, sa voix redevenue presque normale mais empreinte d'une fatigue nouvelle. « Vous devriez rentrer. » Il n'y a eu aucune autre explication. Il n'y en avait pas besoin. Nous venions de partager quelque chose de trop grand pour les mots. En quittant l'appartement ce soir-là, je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Nous avions franchi la dernière frontière. Le mardi suivant, tout s'est effondré. Nous étions dans la bibliothèque, la lumière des lampes créant des îlots dorés dans la pénombre. La pluie fine crépitait contre les vitres. Elle me lisait un passage d'un poète italien que j'avais découvert, sa voix basse et musicale remplissant le silence. C'était un de ces moments parfaits, suspendus hors du temps, où le monde extérieur n'existait plus. Nous étions proches, assis dans les mêmes fauteuils en velours, un livre unique ouvert entre nous. C'est alors que nous avons entendu le bruit, le claquement lourd et définitif de la porte d'entrée, un son que je n'étais pas censé entendre à cette heure-ci. Elle s'est figée, le livre toujours à la main. Son visage a perdu toute couleur. Un instant plus tard, Marc Vernier est apparu dans l'encadrement de la porte de la bibliothèque. Il nous a regardés, les lumières basses, nos têtes si proches l'une de l'autre, et un silence glacial plus lourd que tous les livres de cette pièce est tombé sur nous. Il n'a pas dit un mot. Pas à moi, en tout cas. Son regard m'a traversé, froid, analytique, comme s'il évaluait un insecte sans intérêt. Puis ses yeux se sont posés sur Éléonore. Ce n'était pas de la colère que j'y ai lu, mais quelque chose de bien pire, une sorte de triomphe lasse, la confirmation d'un soupçon qu'il nourrissait depuis longtemps. Il a fait un pas dans la pièce, l'odeur de l'air froid de la nuit s'accrochant à son manteau. « Éléonore » a-t-il dit, sa voix calme et tranchante. « Je ne te pensais pas là. » La phrase était une accusation. Elle s'est levée, son calme revenant comme une armure qu'elle enfilait à la hâte. « Marc, tu es rentré plus tôt. » Je me suis levé à mon tour, me sentant soudain immense et maladroit, un intrus pris en flagrant délit d'un crime que je n'avais même pas le courage de nommer.
J'ai marmonné un au revoir et je suis parti sans même oser la regarder, sentant le regard de son mari me brûler le dos à chaque pas. Le lendemain matin, un email est arrivé. Il ne venait pas d'elle, mais d'une adresse que je ne connaissais pas. L'objet était simple. Entretien. Le message, signé de la secrétaire personnelle de Marc Vernier, me convoquait dans son bureau cet après-midi-là, dans une tour de verre à La Défense. Il y avait une phrase ajoutée comme une pensée après coup. Il s'agit d'une petite préoccupation concernant votre bourse d'études. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas une invitation, c'était une menace, une démonstration de pouvoir. Marc Vernier n'était pas seulement un mari jaloux, il était un énarque, un homme au sommet de la hiérarchie. Un homme dont les petites préoccupations pouvaient anéantir la vie d'un étudiant de province sans relation. En traversant Paris pour me rendre à ce rendez-vous, je n'avais pas l'impression d'aller à un entretien, mais à une exécution. La ville, que j'avais commencé à aimer, me semblait soudain hostile, un labyrinthe de pouvoir dont j'ignorais tous les codes. Son bureau était au dernier étage, une vaste étendue de verre et d'acier surplombant Paris. La ville était à ses pieds, un jouet. Il ne m'a pas fait asseoir tout de suite. Il est resté debout, me tournant le dos, contemplant son royaume. Puis, il s'est retourné, un sourire fin sur les lèvres. La conversation a été courte, chirurgicale. Il n'a jamais mentionné Éléonore, il n'a jamais mentionné la bibliothèque. Il a parlé de l'excellence, des standards de la Sorbonne. Il a mentionné le comité qui attribuait les bourses, un comité dont il connaissait personnellement le président. Il a parlé de l'importance pour un jeune homme prometteur de ne pas se laisser distraire de ses objectifs. Chaque mot était choisi, poli, et chaque mot était une lame. Il me montrait, sans jamais le dire, l'étendue de son pouvoir et la fragilité de mon avenir. Je suis sorti de ce bureau en me sentant vidé, violé. Il n'avait pas seulement menacé ma carrière, il avait souillé la seule chose pure que j'avais trouvée dans cette ville. En rentrant dans mon studio, le cœur battant encore de peur et de rage, j'ai trouvé son email, celui d'Éléonore. Il était aussi froid et impersonnel que celui de la secrétaire de son mari. « Monsieur », commençait-il, « pas de Léo. » Il m'informait que, pour des raisons personnelles imprévues, elle devait mettre un terme à notre collaboration concernant la bibliothèque. Elle me remerciait pour mon travail méticuleux et m'assurait que le paiement final serait effectué rapidement. La signature était glaciale. Cordialement, professeur E. Vernier. Chaque mot était une porte qui se fermait. Chaque phrase était un mur qu'elle érigeait entre nous. La chaleur de nos conversations, l'intimité de nos silences, tout cela était effacé par la prose administrative d'un email de rupture professionnelle. J'ai relu le message 10 fois, 20 fois, espérant y trouver un code, un message caché. Il n'y en avait aucun. Il n'y avait que la peur. Sa peur qui était maintenant devenue la mienne. Après ça, le silence. Un silence total, absolu. Elle a disparu de ma vie aussi soudainement qu'elle y était entrée. Les mardis et jeudis sont redevenus des jours ordinaires, vides, insupportablement longs. L'appartement du 6e arrondissement aurait pu se trouver sur une autre planète. Je continuais d'aller en cours, bien sûr. Je la voyais de loin sur l'estrade, redevenue la professeure Vernier, brillante, distante, inaccessible. Mais elle ne regardait jamais vers le fond de l'amphi. Ses yeux balayaient la salle sans jamais s'arrêter, comme si ma place était devenue un angle mort. L'université, qui avait été mon refuge, est devenue un lieu de torture. Chaque couloir, chaque cour pavée, était un endroit où je risquais de la croiser, un endroit où je pouvais me confronter à son indifférence. Notre secret n'était plus une chose vivante et chaleureuse qui nous liait. C'était un cadavre entre nous, un fantôme qui hantait chacun de mes pas. Et puis un jour, je l'ai croisé, dans la cour de la Sorbonne, près de la vieille chapelle. La lumière d'hiver était pâle, impitoyable. Elle marchait vers moi seule, un dossier serré contre sa poitrine comme un bouclier. Mon cœur s'est arrêté. Pendant une seconde insensée, j'ai cru qu'elle allait s'arrêter, qu'elle allait dire quelque chose, n'importe quoi, que ses yeux me diraient ce que ses mots ne pouvaient pas. Mais elle a continué d'avancer. Au moment de passer à ma hauteur, elle a légèrement incliné la tête, son visage un masque de politesse neutre, et a murmuré « Bonjour, monsieur ». Le son de sa voix, si familier mais si étranger, m'a transpercé. Elle n'a pas ralenti.
Elle a continué son chemin, me laissant là, immobile, le mot « monsieur » résonnant dans ma tête comme le glas d'une cloche. C'était pire qu'une insulte. C'était une annulation. J'avais été effacé. Notre secret n'a pas été brisé par une confession ou une découverte explosive. Il s'est simplement dissous dans la peur. La peur de Marc Vernier, la peur des conséquences, la peur de tout perdre. Elle avait choisi sa cage dorée, sa sécurité, sa réputation. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Que pouvais-je lui offrir en échange? Une vie précaire dans un studio sous les toits? Le scandale? La ruine? Son choix était logique, rationnel, adulte. Mais la logique ne faisait rien pour apaiser la douleur sourde dans ma poitrine. La vérité, c'est que notre connexion, si profonde et si réelle qu'elle nous semblait, était une plante délicate qui ne pouvait pousser qu'à l'abri des murs d'une bibliothèque. À la lumière crue du monde réel face au pouvoir et à la peur, elle s'était flétrie et était morte en un instant. Les semaines qui ont suivi ont été un brouillard. Je n'arrivais plus à me concentrer sur mes études. L'histoire de l'art, qui avait été ma passion, mon évasion, me semblait maintenant fade et sans vie. Chaque fresque, chaque sculpture me parlait d'elle. Je passais mes nuits à rejouer chaque scène dans ma tête. La chute dans l'amphi, sa voix dans l'infirmerie, nos regards au-dessus des livres, le contact de nos doigts, sa larme après la découverte du formulaire pour l'Égypte. Chaque souvenir était à la fois un trésor et un poignard. Le manque était une présence physique, une faim qui ne me quittait jamais. J'étais obsédé, non pas par ce que nous avions fait, mais par tout ce que nous n'avions pas fait, tout ce que nous n'avions pas dit. J'étais hanté par le fantôme d'une conversation inachevée, d'une histoire qui s'était terminée au milieu d'une phrase. Je me suis souvenu de ce moment, près de la fenêtre de la bibliothèque, ma main sur son épaule. J'avais pensé que c'était un instant de presque bonheur. Maintenant, je comprenais le poids terrible de ce mot, presque. Ce n'était pas le début de quelque chose, c'était le point culminant, le plus haut que nous pouvions atteindre. Notre histoire n'a jamais été une histoire d'amour, c'était une histoire de presque. Nous nous sommes presque touchés, nous nous sommes presque avoués quelque chose, nous avons presque été heureux. Et maintenant, il ne restait plus rien, sinon la certitude douloureuse que presque est peut-être la forme la plus cruelle de la solitude. C'était une illusion, une parenthèse magnifique et enchantée, mais le monde réel, avec ses maris puissants et ses emails glaciaux, avait refermé la parenthèse avec une brutalité sans appel. La connexion était perdue, pour de bon. Le semestre touchait à sa fin. La date limite pour le mémoire final de son cours approchait. Une épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête. C'était le dernier lien tangible qui nous unissait, le dernier acte d'une pièce qui s'était terminée abruptement. Chaque jour, le poids de cette tâche devenait plus lourd. L'université était redevenue un lieu froid et impersonnel. Les couloirs et les amphithéâtres n'étaient plus que des espaces vides, hantés par le fantôme de notre secret. Je n'avais plus de raison de flâner dans la cour, plus d'espoir insensé de la croiser. Il ne restait que ce devoir, cette dissertation sur l'art de la Renaissance qui semblait dérisoire et monumentale à la fois. C'était une conclusion forcée, une dernière conversation que je devais avoir, non pas avec elle, mais avec son nom imprimé sur la page de garde. Une dernière chance de lui parler ou de me taire à jamais. La solitude était revenue, plus dense et plus lourde qu'auparavant, car maintenant je connaissais le son de son absence. Le conflit faisait rage en moi, une guerre civile silencieuse dans le petit espace de mon studio. Une partie de moi, la partie rationnelle, celle qui avait lutté pour arriver jusqu'ici, me hurlait de jouer la sécurité, écrire un mémoire impeccable, académique, impersonnel, analyser les œuvres de Bronzino avec une distance clinique, obtenir une bonne note et disparaître. Valider mon année et m'éloigner de la sphère d'influence de Marc Vernier, qui, j'en étais certain, n'attendait qu'un faux pas de ma part. Mais une autre voix, plus profonde et plus insistante, refusait de se taire. C'était la voix qui se souvenait de la chaleur de sa main, de la larme sur sa joue, du secret partagé sur une vie non vécue. Cette voix me disait que le silence serait la pire des trahisons. Elle me poussait à utiliser ce dernier canal de communication, ce devoir universitaire, pour lui dire tout ce que je n'avais pas pu dire. C'était une folie, un suicide académique, mais l'idée de partir sans lui laisser un dernier signe de compréhension était insupportable. Alors j'ai fait mon choix. J'ai abandonné Bronzino et j'ai choisi un nouveau sujet, un sujet qui me brûlait les lèvres et le cœur.
J'ai décidé d'écrire sur Artemisia Gentileschi, sur ces figures féminines puissantes et tragiques, des femmes piégées par les conventions de leur époque, qui utilisaient leur art pour exprimer une douleur et une rage que le monde refusait d'entendre. Ma dissertation a cessé d'être un exercice académique. C'est devenu une confession. Chaque phrase était codée. Chaque analyse était une métaphore de sa vie, de notre histoire. Je parlais de Judith décapitant Holoferne, mais je pensais à elle, à sa lutte silencieuse contre l'indifférence glaciale de son mari. Je parlais de la perspective forcée et des ombres profondes, mais je décrivais la cage dorée de son appartement et la mélancolie qui voilait son regard. J'ai déversé dans ces pages toute ma colère, ma frustration et surtout mon infinie compassion pour elle. Ce n'était plus un mémoire, c'était un portrait d'elle, peint avec les mots d'un autre. La conscience des risques était une boule froide dans mon estomac. Ce texte n'était pas seulement une analyse d'art, c'était une provocation, c'était un message direct, et elle serait la seule à pouvoir le décoder. Mais si elle le faisait, comment réagirait-elle? Le verrait-elle comme un hommage, un dernier geste de loyauté, ou comme une accusation, une intrusion insupportable dans sa vie privée? Et si son mari, par un hasard cruel, venait à le lire, chaque mot pouvait être interprété comme une preuve de notre intimité, une confirmation de ses pires soupçons. Je mettais en jeu ma bourse, mon avenir académique, ma crédibilité. Un simple trait de stylo rouge de sa part pouvait signifier la fin de tout ce pourquoi j'avais travaillé. J'étais sur un fil, et en dessous il n'y avait pas de filet de sécurité, juste le vide. La peur était constante, mais la nécessité d'être honnête, une dernière fois, était plus forte. J'ai terminé le mémoire une nuit, aux premières lueurs de l'aube. La lumière bleue de l'écran éclairait mon visage fatigué. Je l'ai relu une dernière fois. C'était l'œuvre la plus dangereuse et la plus sincère que j'ai jamais produite. C'était une lettre d'adieu déguisée, un cri silencieux, enfermé dans les contraintes d'une dissertation universitaire. Mon doigt est resté suspendu au-dessus du bouton « Envoyer » du portail de l'université. C'était le dernier seuil, le dernier acte de défi. Envoyer ce texte, c'était accepter de perdre, mais selon mes propres termes. C'était renoncer à tout contrôle sur mon avenir et le placer entièrement entre ses mains. C'était un acte de foi absurde et désespéré dans la connexion que nous avions partagée. J'ai fermé les yeux, j'ai pensé à son visage, dans la pénombre de la bibliothèque, et j'ai cliqué. Un petit son électronique a scellé mon destin. La décision était prise. L'irréparable était commis. Une fois le fichier envoyé, une étrange paix s'est emparée de moi. La tension qui m'avait noué les entrailles pendant des semaines s'est doucement dissipée. C'était fait. Le message était parti. Il n'y avait plus rien à faire, sinon attendre le verdict. La peur ne m'avait pas complètement quitté, mais elle était maintenant recouverte par une couche de résignation, presque de soulagement. J'avais dit ma vérité. J'avais honoré la mémoire de ce que nous avions partagé, de la seule manière qui m'était offerte. Je n'attendais rien en retour. Pas de réponse, pas de signe. Je savais qu'il n'y en aurait pas. Cet envoi n'était pas le début d'un nouveau dialogue, mais le point final que je posais moi-même à notre histoire. Un point final écrit avec une encre invisible, lisible seulement par 2 personnes dans le monde entier, et qui nous séparerait à jamais. C'était ma façon de lui dire au revoir, et de me dire au revoir à l'homme que j'étais devenu à ses côtés. Le lendemain, en traversant la cour de la Sorbonne, je me sentais comme un fantôme. Les bruits, les rires des autres étudiants, tout me semblait lointain, comme si j'étais séparé du monde par une vitre invisible. Le poids de l'incertitude avait été remplacé par une sorte de légèreté, une liberté amère. J'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais été fidèle non pas aux règles, mais à l'essence de notre rencontre. J'avais perdu la partie avant même qu'elle ne commence, mais j'avais refusé de tricher. En regardant les vieilles pierres de l'université, je n'ai ressenti ni colère ni regret. Juste une profonde et calme tristesse. La bataille était terminée. J'avais accepté les conséquences, quelles qu'elles soient. Et dans cette acceptation, il y avait une forme de dignité, une façon de reprendre le contrôle de ma propre histoire, même si la fin en était déjà écrite par d'autres. Il fallait partir. L'idée s'est imposée avec la force d'une évidence. Paris était devenu un mausolée, chaque rue, chaque place, un rappel de ce que j'avais perdu. J'avais besoin de retrouver mes racines, la simplicité de la province, l'odeur de la terre humide après la pluie. J'ai commencé à faire mes cartons, un rituel mécanique pour occuper mes mains et mon esprit. L'année universitaire était terminée,
les examens passés. Il n'y avait plus rien pour me retenir ici. Je devais mettre des centaines de kilomètres entre cette ville et moi, entre son souvenir et mon présent. Je me suis dit que l'été guérirait la blessure, que le travail physique dans les champs remplacerait le tourment de mes pensées. C'était une fuite, je le savais, mais c'était aussi un acte de survie. Il fallait que je réapprenne à vivre sans l'attente du mardi et du jeudi, sans l'écho de sa voix dans le silence d'une bibliothèque. Mon petit studio sous les toits se vidait lentement, révélant la solitude de ses murs nus. Chaque livre que je rangeais dans un carton était une mémoire. Mes notes de son cours, prises avec une admiration presque religieuse au début du semestre, me semblaient appartenir à une autre vie. C'était la vie d'un jeune homme qui croyait encore que le savoir pouvait être un refuge, que la beauté de l'art pouvait suffire à combler le vide. J'étais prêt à tout laisser derrière moi. La ville lumière, mes ambitions académiques, le fantôme d'une femme élégante et triste. Je me préparais au silence, à la longue convalescence qui m'attendait. Je me préparais à devenir un étranger à ma propre histoire, à la ranger sur une étagère de ma mémoire comme un de ces livres rares que nous avions touchés ensemble, un livre que je ne rouvrirais jamais. La porte se fermait, et cette fois, c'est moi qui tournais la clé. Des semaines plus tard, mon studio n'était plus qu'une coquille vide. Les livres étaient dans des cartons. Les murs nus semblaient me renvoyer le reflet de ma propre solitude. Le semestre était officiellement terminé. J'avais reçu mes notes par voie électronique quelques jours plus tôt. Pour son cours, pour le mémoire sur Artemisia Gentileschi, elle m'avait donné la note maximale. 20 sur 20, sans un commentaire, sans une annotation. Juste le chiffre, froid et parfait. C'était sa réponse. Je l'avais compris. Une réponse silencieuse, académique, intraçable. Elle avait lu mon message, elle l'avait compris, et elle l'avait validé de la seule manière qu'elle pouvait. C'était une absolution et une condamnation à la fois, un adieu impeccable, inscrit dans les registres de l'université. Mon départ de Paris était imminent. Je n'avais plus qu'à rendre les clés et tourner la page, littéralement. Je me sentais étrangement calme, comme un soldat après une bataille perdue d'avance mais menée avec honneur. C'est au milieu de ce désordre final, alors que je pliais mes derniers vêtements, que j'ai entendu le courrier glisser sous la porte. Une seule enveloppe de format moyen, assez rigide. Elle se distinguait du courrier habituel. Je l'ai ramassée. Elle était en papier craft brun, sans fioriture. Mon nom et mon adresse étaient écrits à la machine, les caractères légèrement décalés, comme sur une vieille machine à écrire. Il n'y avait aucune adresse d'expéditeur, aucune indication sur sa provenance. Mon cœur a commencé à battre lourdement dans ma poitrine, un tambour lent et sourd. Je suis resté debout, l'enveloppe à la main, pendant 1 minute entière. Je savais. D'une manière irrationnelle et instinctive, je savais qu'elle venait d'elle. C'était un dernier message, un dernier écho venu de l'autre côté du silence. J'avais peur de l'ouvrir, peur de ce que j'allais y trouver, ou pire, de ce que je n'allais pas y trouver. Avec des doigts qui tremblaient légèrement, j'ai déchiré le bord de l'enveloppe. J'ai glissé la main à l'intérieur et j'en ai sorti le contenu. Il n'y avait pas de lettres, pas de mots d'explication, juste une seule feuille de papier, une feuille ancienne, fragile, jaunie par les années. C'était la page que j'avais trouvée dans le journal de son père. La candidature pour les fouilles archéologiques en Égypte. Son nom de jeune fille, Éléonore, était inscrit en haut de son écriture ronde et pleine d'espoir d'il y a 20 ans. Le texte décrivant sa motivation, son rêve de désert et de hiéroglyphes était là, sous mes yeux. C'était le fantôme d'une autre vie, la relique d'un rêve sacrifié, et elle me l'avait envoyé. Elle me l'avait confié. J'ai senti mes genoux fléchir et je me suis assis sur un carton, le souffle coupé par le poids de ce simple morceau de papier. Je l'ai retourné encore et encore, cherchant un mot, une initiale, n'importe quoi. Il n'y avait rien. L'enveloppe était vide. Juste la page. Ce silence était sa signature. C'était la communication la plus éloquente, la plus profonde que nous ayons jamais eue. Une lettre aurait été une erreur, une faiblesse. Des mots auraient pu être mal interprétés, ils auraient pu nous trahir. Mais cette page était une vérité pure, un objet qui contenait toute notre histoire. C'était la clé de sa tristesse, l'origine de sa cage dorée, et elle l'avait sortie de son sanctuaire secret pour me la donner. C'était un geste d'une confiance et d'une intimité absolue. Elle ne m'écrivait pas une lettre d'amour. Elle me donnait un morceau de son âme,
sachant que moi seul au monde pouvais en comprendre la valeur et la signification. Le silence n'était plus un mur entre nous, il était devenu notre langage. C'était une réunion, pas dans l'espace physique, mais dans un lieu bien plus profond. C'était une reconnaissance finale et silencieuse. En m'envoyant cette page, elle me disait « Vous aviez raison, vous m'avez vu, vous avez compris ». C'était sa façon de confirmer que la connexion que nous avions partagée n'était pas une illusion, pas le fruit de ma solitude ou de la sienne. C'était réel. Et en me donnant ce document, elle le rendait éternel. Elle le sortait de sa propre histoire pour l'ancrer dans la mienne. C'était un fardeau et un trésor, le poids de son regret et la beauté de sa confiance. Je n'étais plus seulement le témoin de son secret, j'en étais devenu le gardien. Elle avait partagé avec moi le deuil de la femme qu'elle aurait pu être, et ce partage était l'acte le plus intime qu'elle pouvait m'offrir. L'acte lui-même m'a frappé par son courage. Elle avait dû prendre une décision. Retourner dans la bibliothèque, rouvrir le journal de son père, en extraire délicatement cette page unique. Elle avait dû trouver mon adresse, taper l'étiquette pour ne pas trahir son écriture et poster l'enveloppe, tout cela dans le plus grand secret, avec la peur constante d'être découverte. C'était un risque calculé, un dernier acte de défi silencieux. Ce n'était pas un geste impulsif, mais une action mûrement réfléchie. Elle avait brisé la règle du silence total qu'elle s'était imposée, non pas pour me parler, mais pour me transmettre un objet, un symbole. C'était sa manière de me dire qu'elle n'avait pas oublié, que malgré la peur, malgré la distance et les murs qu'elle avait érigés, quelque chose de notre histoire méritait d'être sauvé de l'oubli. Je suis resté assis là, au milieu de ma vie en carton, la page posée sur mes genoux pendant près d'1 heure. Je savais ce que ce geste ne signifiait pas. Ce n'était pas une promesse, ce n'était pas une invitation à la recontacter, ni un espoir pour un avenir commun. Cet avenir n'existait pas. C'était un point final, mais un point final écrit de sa main, et non par la brutalité des circonstances. C'était une reconnaissance, une vérité silencieuse passée de sa main à la mienne. Elle validait tout ce qui s'était passé entre nous, non pas comme une erreur ou une transgression, mais comme un moment de compréhension authentique et rare. Elle me donnait la permission de me souvenir, non pas avec regret, mais avec la certitude que ce que nous avions partagé avait eu un sens profond. C'était le plus beau des cadeaux d'adieu. La routine que nous avions créée était terminée. Les après-midi dans la bibliothèque, l'odeur du papier ancien, le thé partagé en silence, tout cela appartenait désormais au passé. Ce chapitre de ma vie était clos, et je m'apprêtais à quitter la ville qui en avait été le théâtre. Mais la connexion, elle, n'était pas rompue. Elle s'était transformée. Elle n'était plus une présence, mais une mémoire. Une mémoire qui n'était plus seulement la mienne, mais la nôtre, scellée par cet échange final. L'histoire de l'étudiant et de la professeure était terminée, mais l'histoire de 2 solitudes qui s'étaient reconnues l'une l'autre, cette histoire-là, elle venait de trouver sa conclusion parfaite. Une conclusion sans mots, sans drame, aussi silencieuse et profonde que la bibliothèque où tout avait commencé. J'ai plié la page avec un soin infini, et je l'ai glissée à l'intérieur d'un recueil de Rilke, le seul livre de poésie que j'avais décidé de garder. Elle serait en sécurité, là, entre les vers qui parlaient de beauté et de perte. En me levant, j'ai regardé par la fenêtre les toits de Paris. Je partais, oui, mais je n'étais plus tout à fait le même homme. Notre histoire n'avait pas eu de futur, mais elle m'avait donné un passé, un secret qui m'appartenait. Ce n'était pas une promesse, ni une invitation, juste la page d'une vie qu'elle n'avait jamais vécue, la reconnaissance silencieuse d'une histoire que nous serions les seuls à jamais connaître. La porte n'était pas fermée à clé, elle avait été laissée entr'ouverte, juste assez pour laisser passer un filet de lumière, juste assez pour que l'on puisse continuer à respirer.